Depuis 2022, la volatilité du Nasdaq est très élevée. Comme vous pouvez voir, une baisse importante suivie d'une hausse impressionnante sur la dernière année. Mais si on regarde les graphiques depuis le 1er janvier, l'S&P 500 a fait 18% positif et le Nasdaq 35% accumulé. Et nous sommes encore en juillet 2023. Mais il y a un petit problème derrière ça. Il y a seulement 7 sociétés qui ramènent cet indice vers le haut. Ça veut dire que parmi toutes les sociétés les plus rentables qui existent dans l'S&P 500 et dans les Nasdaq, ça veut dire les principaux indices de marché américain, seulement 7 sociétés sont responsables pour la principale rentabilité. Donc, si on retire les top 7 sociétés de Nasdaq ou de S&P 500, l'indice il reste encore négatif. Comme les top 7 des sociétés a performé beaucoup mieux que les autres sociétés de l'indice à ce moment il n'est pas équilibré. C'est pour ça que le Nasdaq va passer par un rééquilibrage le 27 juillet. C'est la 3e fois dans l'histoire que ça arrive sur l'indice Nasdaq. Aux États-Unis, on a deux principales bourses, NYSE et Nasdaq. Nasdaq concentre principalement les sociétés de technologie. Et si on dit Nasdaq 100, ça veut dire qu'on va choisir les 100 principales sociétés cotées au Nasdaq et on va enlever les sociétés financières. Ce rééquilibrage n'est pas quelque chose qui arrive tous les temps. Et nous parlons ici d'un indice qui est utilisé dans le monde entier. La bourse Nasdaq, comme vous pouvez voir dans ces tableaux-là, c'est une des principales bourses du monde. La deuxième à ce moment. On a les NYSE aux États-Unis aussi. Ensuite, la Nasdaq Shanghai, donc la bourse chinoise en 3e place. Ensuite, Euronext en 4e place. Mais il faut savoir que Euronext, c'est l'ensemble de la bourse d'Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Milan, Oslo, Paris. Donc, on a beaucoup de pays pour comptabiliser Euronext comme 4e place. Maintenant, je vais vous montrer les graphiques sectoriels des Nasdaq. À ce moment, la technologie représente 58% de l'indice. La consommation cyclique 22%, la santé 11%, la consommation non cyclique 6%, l'industrie seulement 2%, la télécommunication 1%. Et en fait, quand les ETF font des investissements, normalement ils peuvent avoir un petit peu de cash, il a 0% à ces moments. Donc vous voyez que la consommation non cyclique, l'industrie et la télécommunication ensemble pèsent même pas 10% de l'indice. 3 secteurs qui sont hyper importants dans la société, mais qui sont négligés par rapport au poids de la technologie dans l'indice de référence. Donc comme j'avais dit au début, il faut savoir qu'il existe en fait les Nasdaq Composite et les Nasdaq 100. En fait, c'est l'indice Nasdaq, mais on peut les séparer en des sous-catégories. Les Nasdaq Composite, ce sont toutes les sociétés dans l'ensemble du Nasdaq. Donc, imaginons, on va placer toutes les sociétés cotées au Nasdaq dans les mêmes paniers. Ça, c'est les Nasdaq Composite. Et c'est ça que vous voyez sur mon écran maintenant. Depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, les Nasdaq Composite, donc toutes les sociétés du Nasdaq ensemble, ont rentabilisé dans la moyenne 35%. Si on regarde sur les 5 dernières années, donc la performance était des 81%. Mais en regardant les Nasdaq 100, donc ça veut dire qu'à ce moment, on va analyser seulement la centaine de sociétés qui représentent les Nasdaq. Ça veut dire les sociétés les plus importantes avec les poids plus élevés parce qu'ils ont la capitalisation plus élevée. Ce sont les sociétés qui voulaient plus dans l'indice. Donc, si on sélectionne les top 100 sociétés de Nasdaq, on voit que la rentabilité depuis le 1er janvier, c'est de 42%. Et en analysant depuis 5 ans, la rentabilité, c'est de 111% accumulé. Remarquez dans les graphiques que depuis les débuts 2022, la baisse sur les secteurs des technologies était importante. Donc, les sociétés comme Meta, Tesla ont eu des baisses assez importantes, mais maintenant, la récupération a les mêmes niveaux. Donc, en fait, on a une espèce de V dans les graphiques ici. Et les marchés américains commencent déjà à discuter les bénéfices d'investir sur les top 7 sociétés de marché américain. Mais si vous analysez la S&P 500, par exemple, vous analysez les top 10 des sociétés, tous les 10 ans ou 15 ans, normalement, on ne va pas avoir la même liste des sociétés leaders de marché. En fait, seulement Microsoft reste dans la liste des top 5 sociétés si nous analysons chaque décennie depuis 1990. Comme vous pouvez voir dans cette vidéo-là d'une émission américaine, on a Apple avec 37% des performances, Microsoft 38%, Nvidia 159%, Amazon 44%, Meta 120%, Tesla 66% et Alphabet, c'est les groupes Google, 39%. Donc, ces sociétés sont proches de sommet historique. Quelques-unes ont déjà dépassé l'ancien pic historique. Maintenant, on a un graphique super intéressant à analyser. C'est justement la composition du Nasdaq 100. Parmi les 5 principales sociétés cotées au Nasdaq, les 7 principales, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta et Tesla, représentent plus de 50% de l'indice. Donc, ça veut dire que si vous voulez investir sur les marchés américains en utilisant un ETF, un panier d'actions comme les Nasdaq, vous allez être très concentré sur les principales sociétés. À ce moment, quelqu'un peut dire, Michael, mais c'est intéressant parce que la performance elle est super bonne. Je suis d'accord. Mais est-ce que vous pouvez assurer qu'un indice hyper concentré peut être toujours rentable? Déjà, les principes de base de la finance, c'est la diversification. Jamais être exposé à un scénario qui peut vous faire
perdre tout ce que vous avez accumulé. Imaginez un indice ou un portefeuille très concentré et que 2 ou 3 sociétés de ces portefeuilles fassent faillite, vous allez difficilement récupérer l'argent perdu. Parce que n'oubliez pas, les pertes et les gains dans la bourse n'ont pas la même proportion. Par exemple, si vous avez 100 000 euros dans la bourse et que vous perdez 20% seulement, vous allez avoir 80 000 euros. Mais pour sortir des 80 000 euros et arriver à 100 000 euros à nouveau, vous avez besoin d'une hausse de 25%. Donc normalement, si vous avez une baisse des X%, vous avez besoin d'une hausse des X% plus quelque chose parce que c'est pas proportionnel un pourcentage les niveaux des baisses et des hausses. A priori, il faut savoir que les Nasdaq les rééquilibrés une fois par trimestre. Mais comme les top 7 sociétés du Nasdaq ont fait une performance incroyable sur les derniers mois, quand même avec les règles de rééquilibrage, ça continue un indice hyper concentré. C'est pour ça que le 27 juillet 2023, ils vont réaliser un rééquilibrage spécial. Et si vous investissez sur un ETF ou sinon si vous faites du stock picking sur les marchés américains, il n'y a pas de souci parce que ces sujets vous concernent. Ça soit votre portefeuille va changer parce que le rééquilibrage va toucher vraiment l'ETF, ça soit votre comparatif, donc votre portefeuille de stock picking que vous comparez par rapport à l'S&P 500 ou par rapport au Nasdaq va changer aussi. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous allez commencer à comparer par rapport à un autre portefeuille avec un nouveau poids sur chaque société. Le Nasdaq a eu un rééquilibrage spécial en 1998 et 2011. Donc c'est la troisième fois dans l'histoire que ça arrive sur l'indice. Apple en 2011, elle pesait 20% déjà dans l'indice. Et à cette époque, ça a été diminué à 12%. Et la règle pour faire les rééquilibrages spéciaux, c'est la suivante. Si nous avons plus de 45% de l'indice concentré sur des sociétés qui pèsent plus de 4% et demi, donc nous devons rééquilibrer l'indice. Ça va être beaucoup plus clair avec mon exemple maintenant. Ça, c'est les top 7 des sociétés de Nasdaq à ce moment. 12,75% avec Microsoft, 12% avec Apple, 7 avec Nvidia, 7 avec Google, Amazon proche des 7 également, Tesla 4, Meta 4,42. En fait, le total, donc si on va additionner les poids de chaque société, on arrive à 55,28. Et l'objectif maximal, c'est d'avoir 40%. Au moment que je tourne cette vidéo, Tesla et Meta sont juste un petit peu en dessous des 4,5. Mais en fait, la règle est la suivante, comme j'avais expliqué. On va additionner les poids de chaque société qui pèse plus de 4% et demi. Et si ça pèse plus que 40%, donc on doit rééquilibrer. À ce moment, vous voyez, ça donne 55%. Même si on enlève Tesla et Meta parce qu'ils sont légèrement en dessous des 4% et demi, quand même, on dépasse largement les poids maximaux autorisés par rapport à la règle du Nasdaq. Ah, mais combien ça va peser donc chaque société? Pour l'instant, c'est encore un mystère. Mais l'équipe de Wells Fargo, la banque et l'institution financière américaine sont en train d'analyser avec les gens responsables par l'indice combien ça va rester des poids sur chaque société. Une chose c'est sûr, les top 7 sociétés de Nasdaq vont perdre de poids. Comme en 2011, Apple pesait 20%, elle est tombée à 12%. Actuellement, on a Microsoft et Apple avec 12%. Normalement, elles vont tomber environ à 7-8%. Mais si on diminue les poids des principales sociétés, ça veut dire qu'il y a des sociétés entre guillemets secondaires qui vont gagner du poids. Et d'après l'équipe de Wells Fargo, voici les sociétés qui vont gagner du poids dans l'indice. Starbucks, Mondelez, Booking, Gilead, Intuitive, Analog et Automatic Data Processing. Donc nous avons environ 7 sociétés qui vont gagner un peu plus de poids dans l'indice justement pour pouvoir les diversifier et avoir un poids plus équilibré. Évidemment, les changements dans les Nasdaq va changer aussi les ETF parce que les ETF sont des paniers d'actions avec l'objectif de suivre l'indice de référence. Quelqu'un qui a un compte boursier et qui a acheté un ETF Nasdaq par exemple, son épargne va suivre exactement l'indice Nasdaq. Donc maintenant, son portefeuille va commencer à suivre les nouveaux portefeuilles, les nouveaux indices Nasdaq avec les rééquilibrages spéciaux. Donc vous avez ici quelques ETF utilisés dans le monde entier avec un montant de quelques milliards de dollars investis dessus. Les ProShares Ultra Pro QQQ, vous avez les SPDR, les Direction, les Invesco. Bref, vous avez aussi une liste d'ETF européens qui font les suivis du Nasdaq. Tout ça, ça va changer. Quelqu'un qui a investi sur l'indice Nasdaq depuis le 1er janvier, surtout les Nasdaq 100, vous avez ici la rentabilité depuis le 1er janvier, il a fait 42% cumulé. C'est une performance impressionnante sur 7 mois. Voici une liste d'ETF européens qui font les suivis du Nasdaq. Vous avez iShares Nasdaq, Invesco Nasdaq, Lixer qui maintenant appartient à Amundi. Vous avez également les Amundi Nasdaq. Tout ça, ça va changer comme j'avais dit après le 27 juillet. Bon, et toujours on arrive à la question, c'est mieux d'avoir les Nasdaq ou c'est mieux d'avoir les S&P 500? Si on regarde justement la performance, on va arriver à la conclusion que les Nasdaq les plus performants. Mais à quel coût?
un risque plus élevé. Comme tout dans la bourse, si on a un potentiel plus élevé, on a un risque plus élevé. Et un potentiel, ça ne veut pas dire qu'on va toujours gagner. On peut aussi perdre. C'est la même chose qu'à la place d'avoir 12, 10, 15 sociétés dans un portefeuille, si on achète une seule. Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être on peut choisir la pépite qui va se multiplier par 10, mais peut-être cette société peut aller à la faillite. Donc ça veut dire on peut avoir un scénario hyper positif ou un scénario hyper négatif qu'on ne peut jamais se récupérer. Et c'est ça qu'on doit éviter. C'est pour ça que la théorie financière recommande d'avoir entre 12 et 25 ou même 35 actions. Comme ça, vous allez diversifier les portefeuilles. Et donc, vous n'allez jamais tomber sur le pire scénario possible. Ah, Michael, mais dans ces cas, on ne va pas non plus se multiplier par 10 comme dans les cas de quelqu'un qui a choisi une seule action. Je suis d'accord. Mais n'oublie pas que la règle numéro 1 dans la finance, c'est de jamais perdre de l'argent. Ou sinon, jamais perdre de l'argent avec un montant si élevé que vous n'allez jamais récupérer l'argent que vous aviez avant. Par exemple, si vous avez 100 000 euros et vous perdez 90%, vous allez arriver donc à 10 000 euros. Et donc, pour multiplier 10 000 euros et arriver à une centaine de milliers d'euros à nouveau, vous avez besoin d'une multiplication par 10. C'est que difficilement vous allez avoir une bourse sur les moyens ou court terme. Donc, vous allez passer les longs termes juste pour récupérer l'argent perdu. C'est pour ça que vous devez toujours éviter les pires scénarios possibles. Donc ici sur ces graphiques, vous allez analyser un comparatif des poids sectoriels du Nasdaq versus le S&P 500. Donc vous avez par exemple, comme on avait vu, la technologie sur les Nasdaq pèse entre 55 et 60% et la technologie sur les S&P 500 pèse 22%. La communication et services pèse 14% sur les S&P 500 et 25% sur les Nasdaq. La santé, 13% sur les S&P 500 contre 8% sur les Nasdaq. La consommation cyclique est très proche, 8 et 6%. L'industrie, par contre, le S&P 500 pèse 12% contre 6% du Nasdaq. Donc le S&P 500, même avec une concentration sur la technologie, il est quand même beaucoup plus diversifié que le S&P 500. Et comme j'avais dit, rien ne peut assurer que le Nasdaq va continuer à surperformer pendant les 10 prochaines années. Comme les risques sont plus élevés, oui, il peut continuer à battre le S&P 500, mais aussi il peut y avoir des baisses beaucoup plus importantes. Justement parce qu'il est plus concentré. Si les risques sont plus concentrés, donc vous avez plus de potentiel, mais donc les risques sont justement plus élevés. Donc vous avez les deux scénarios toujours possibles. Un gain hyper élevé ou sinon une baisse très élevée. Maintenant, je vais vous montrer un graphique hyper intéressant qui montre l'S&P 500, donc la moyenne des performances des 500 plus grosses sociétés de marché américains, versus les mêmes indices, mais si on retire les top 7 sociétés qui sont les tops des sociétés de Nasdaq, qui sont présentes aussi dans l'S&P 500. Donc ça veut dire qu'il y a les S&P 500 en bleu dans cette image ici, et en jaune, vous avez 493 sociétés, parce qu'on va enlever la performance des top 7. Et vous avez ici quelque chose d'impressionnant. En 2023, en fait, le S&P 500 il est négatif si les portefeuilles ne possèdent pas les top 7 sociétés de technologie que j'ai montré tout à l'heure dans la vidéo. Il y a quelque chose de très impressionnant aussi. Les reçus 2000, c'est l'indice que nous avons des 1000 petites sociétés de marché américain. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de potentiel parce qu'on a des petites sociétés qui un jour peuvent devenir des géantes. Mais regardez, ici ça montre que les poids des Apple, juste Apple toute seule, elle pèse plus que 2000 sociétés du marché américain. Donc c'est un poids impressionnant dans les marchés. Et finalement, un graphique qui montre la performance de chaque société par rapport à l'S&P 500. Donc vous avez tout en bas une grille l'S&P 500 et ensuite la courbe de Microsoft, Alphabet, c'est Google, Apple, Amazon, Tesla, Meta, Nvidia sont des courbes beaucoup plus impressionnantes et aussi une performance beaucoup plus élevée. Donc c'est justement ça. Si on enlève ces sociétés de l'indice des références, la performance serait pas bonne. De l'autre côté, on sait que ces sociétés sont les leaders de marché, mais est-ce qu'on peut assurer qu'elles seront toujours là dans les marchés? Si vous faites du stock picking, vous avez l'obligation d'analyser chaque résultat trimestriel pour voir si la société continue à performer bien. Si vous achetez un indice de référence, un ETF, vous n'avez rien à faire, sinon continuer les achats réguliers justement pour profiter de la rentabilité de la majorité des sociétés ou sinon quelques sociétés qui vont performer mieux que la moyenne. La performance boursière depuis 1800, même en considérant toutes les baisses qu'on a eues pendant cette période de 10 siècles, nous avons une rentabilité de 6,6%. Si vous considérez la pire période boursière, et c'est entre 2000 et 2010, parce qu'on a eu des grosses baisses en 2001 et 2008, nous avons quand même avec des achats réguliers un investissement positif. Donc la recommandation c'est toujours la même. Faites des achats réguliers pour minimiser les risques à la place de parier et essayer de faire les timings sur les marchés.
Voici la prochaine modification très rare qui va arriver sur les Nasdaq. C'est le rééquilibrage spécial. Si vous avez appris quelque chose avec cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et pourquoi pas partager avec vos amis. Si vous voulez aller plus loin dans votre vie financière, d'investir avec une formation des A à Z hyper complète et hyper performante, il suffit de cliquer dans la description de la vidéo pour faire votre inscription à ma formation d'investissement Insider. Si vous voulez avoir accès aussi à mon portefeuille personnel d'investissement qui rentabilise plus que les Nasdaq et les S&P 500, il suffit de cliquer aussi dans la description de la vidéo et de vous abonner à mon suivi des portefeuilles. Je vous attends dans une nouvelle vidéo.